c'est mon or. Et mon or, c'est mon argent, voilà. Les pépettes. N'ayez pas peur, madame, c'est de l'argent honnête. Et honnêtement gagné. Les pépettes. Bienvenue sur Les Pépettes, le podcast qui réconcilie sens et argent. Je m'appelle Aude Nguyen et je suis entrepreneuse sociale. Je constate qu'il y a souvent une dissonance entre argent et sens. Comme si ça sonnait faux de générer de l'argent en exerçant une activité qui nous passionne et en ayant un impact positif sur la société. J'ai donc décidé de prendre le micro pour donner la parole à celles et ceux qui maîtrisent le sujet et qui peuvent nous offrir un nouvel éclairage sur l'argent et sur le sens qu'on lui donne. Et si après ça vous voulez encore plus de pépettes, retrouvez-moi sur Instagram, les Pépettes Podcast, où je serai ravie de papoter avec vous et d'approfondir les sujets qu'on aborde ici. Aujourd'hui, je vous propose un nouvel épisode dans la tête des pépettes pour vous partager les pépites que je retiens de ces 10 premières conversations. Je vais aussi vous livrer ma vision des choses la plus actualisée sur cette thématique qui cherche à réconcilier sens et argent. Celle-ci sera sûrement amenée encore à évoluer à partir des échanges que j'aurai avec vous et des partages aussi que me feront mes prochains invités. Tout ça vient évidemment nourrir ma réflexion et je suis ravie de pouvoir continuer ce cheminement à vos côtés. J'ai aussi envie aujourd'hui de célébrer avec vous ces 10 premières interviews. Parce que oui, 10 interviews, ça se fête dans le monde du podcast. Je prends énormément de plaisir à faire ces épisodes, mais il faut savoir que ça prend beaucoup de temps, d'énergie et d'argent aussi. Beaucoup plus que ce qu'on peut penser quand on se lance dans ce domaine. Surtout si, comme moi, vous achetez et lisez tous les livres de vos invités. Pour vous donner une stat assez parlante, 90% des podcasts ne vont pas au-delà de l'épisode 3. Donc je suis très reconnaissante d'avoir franchi ce premier jalon avec vous et de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les épisodes. Vous êtes désormais 2500 à écouter chaque mois les épisodes avec seulement 2 épisodes par mois. Donc un grand merci pour votre soutien et j'en profite aussi pour remercier les 10 premiers invités d'exception qui m'ont fait confiance. J'ai tendu le micro à des personnalités très différentes. Alors j'ai reçu 3 entrepreneurs sociaux, Paola Tolière, Thomas Huriez et Maxime de Beauchesne, une sociologue, Jeanne Lazarus, un ancien conseiller en gestion de patrimoine, Guillaume Simonin, une investisseuse dans l'immobilier, Émilie Malgouir, une entrepreneuse / artiste, Pénélope Boeuf, un spécialiste de la relation à l'argent, Christian Junod, et 2 cracks, 2 autodidactes des finances personnelles que sont Johan Lopez et Nicolas Decodin. C'est grâce à cette diversité des profils que je peux aborder cette question du sens et de l'argent sous des angles différents. Alors sans plus tarder, je vous propose de vous partager les pépites que j'ai retenues de ces premières interviews et qui vous aideront, je l'espère aussi, à bénéficier d'un nouvel éclairage sur l'argent et sur le sens que vous lui donnez. La première idée clé que j'ai cherché à creuser avec mes invités, c'est pourquoi avons-nous tendance à courir après l'argent ? Car oui, j'ai le sentiment qu'on est nombreux à courir consciemment ou inconsciemment après l'argent, et je m'inclus dedans. Pour autant, personne ne l'assume vraiment. Quand j'ai posé la question de manière brute à Émilie, qui forme avec son mari Guillaume un couple d'investisseurs, voici ce qu'elle m'a répondu. Est-ce que tu as parfois le sentiment de courir après l'argent ? Là, pour le coup, je pense que Guillaume et moi, on est différents sur ce point-là. Parce que lui va plus courir derrière l'argent et va plus se challenger avec l'argent, alors que moi, je suis moins attachée. Moi, j'ai parfois des insécurités par rapport à l'argent. Je travaille dessus. Les insécurités dont elle parle, ça fait écho à ce que je peux ressentir vis-à-vis de l'argent. Et c'est d'après moi une des raisons qui explique qu'on est nombreux à être dans cette course à l'échalote. Comme le dit très bien Christian Junod, on projette sur l'argent tout un tas de choses, et notamment notre besoin de sécurité. On a projeté quelque chose sur l'argent, donné un pouvoir à l'argent que l'argent n'a pas. Ça, c'est le grand piège. L'argent n'a pas le pouvoir de nous rendre sécures, de nous rendre libres, de créer des conflits. L'argent n'a aucun de ces pouvoirs-là. Dès lors qu'on fait cet amalgame entre argent et sécurité, ça devient très difficile de s'extraire de cette course, puisque ma sécurité dépend de mon niveau d'épargne. Donc plus j'accumule de l'argent et plus je me sens en sécurité. Et c'est là où on tombe dans le piège de compenser un manque intérieur, ce manque de sécurité, par une solution qu'on va aller chercher à l'extérieur, en l'occurrence l'argent. Je connais énormément de gens dans mon entourage qui sont extrêmement bien financièrement, mais qui ont tout de même cette peur que demain tout s'arrête et que en fait, ils gagnent plus d'argent et ils finissent à la rue, alors que c'est complètement irrationnel quand tu les connais. Enfin, si je t'expliquais un peu leur situation, mais pourtant c'est quand même très courant cette peur de manquer. Et je pense que c'est alors ça, c'est lié à plein de choses. Ça peut être lié à ton éducation, un aspect culturel, plein de trucs. Mais ça, c'est un vrai sujet, cette angoisse de manquer. Et qui, du coup, peut être préjudiciable parce que, du coup,
Si tu as peur de manquer, tu vas avoir peur d'investir parce que tu te dis, en fait, je pourrais perdre cet argent et du coup, en fait, tu vas accumuler cet argent sur ton compte courant et qui finalement, en fait, ce pourquoi tu essayais de te battre peut devenir la source de ce vrai risque dans 50 ans, etc. parce que tu n'auras pas épargné, investi. Donc, c'est un peu un cercle vicieux, cette angoisse. Je pense que beaucoup se disent « au fond, je m'en fous de l'argent, c'est pas ça qui compte », mais ça ne nous empêche pas pour autant de courir après, surtout si l'argent nous rassure. Pénélope Boeuf partage d'ailleurs aussi ce sentiment. Mais en vrai, au fond du fond, moi, tu me dis, va vivre sur une île déserte avec des noix de coco, je suis la plus heureuse du monde. En vrai, je m'en fous du fric, fondamentalement. Je m'habille comme un sac, enfin, tu vois. Mais ça me rassure. Depuis que j'ai 15-20 ans, j'aurais réussi quand un jour j'aurais froid dans la rue et que je rentre chez Bompard et je veux m'acheter un pull en cachemire à 250 balles et c'est même pas un sujet. C'est comme si j'entrais dans un bar et que je m'achète un café, quoi. Le jour où je peux faire ça, vraiment, où c'est vraiment, tu t'achètes, merci, au revoir, tu te dis même pas est-ce que j'ai. Enfin, voilà. Je suis bien. Et en fait, parce que c'est quand même assez extraordinaire de se dire que c'est un sujet en moins. Parce que les soucis d'argent, ça prend la tête et ça t'empêche de faire plein de choses. Ça te permet aussi de faire source de créativité énorme, de ne pas avoir d'argent, du coup, avec des bouts de ficelle, comment je peux faire pour machin, mais Comment je suis le paradis. voilà, exactement. Mais c'est fatigant aussi de penser tout le temps à comment... Et en fait, se payer des belles vacances, c'est assez extraordinaire. Ça te permet de... Je travaille tellement que je me dis, putain, je peux quand même... j'ai envie que ça me rapporte des sous pour pas me poser de questions, à savoir si je prends l'hôtel à 300 balles la nuit versus 50, quoi. Bon, aujourd'hui, je peux pas le faire, mais je me l'offre de temps en temps. En fait, c'est quand même assez... Ouais, c'est assez... précieux de se dire, moi, c'est agréable de se dire, si j'ai envie de m'acheter un pull, je m'achète un pull. Si j'ai envie de partir en vacances comme ça, sur un coup de tête, je pars en vacances. Si j'ai envie de faire des cadeaux à ma meilleure pote qui a pas une thune et je lui offre un truc à 500 balles, et ben je peux. Ça repose le cerveau. On a tellement de soucis que ça, c'est un sujet quand même. Puis j'ai une peur profonde d'être SDF aussi, quand même. Ça, c'est... Ah oui. J'ai toujours cette peur-là. Et je pense que ça peut arriver... du jour au lendemain, que tu sois très très riche, que tu viennes de n'importe quel milieu, ça peut arriver. Je sais pas pourquoi, j'ai ce truc-là. Et du coup, j'ai un côté très... je suis panier percé. Et en même temps, j'ai un côté très hérisson. C'est-à-dire que j'ai des sous sur mon compte et je suis là, attends. Et en même temps, de l'autre côté, je suis là, allez. Enfin, bon, ça, pour le coup, j'ai un rapport à l'argent un peu particulier. Mais j'aime ça. En fait, j'aime l'argent, quoi. J'aime ça. Ça t'ouvre énormément de portes. De porte, ça t'ouvre des possibilités, tu vois. Là, on a fait une soirée de Noël, j'ai compté, mais j'ai pas trop compté non plus, en me disant, vas-y, ça fait plaisir à tout le monde, vas-y, hop, allez, on y va. Parce que ça fait partie du truc, et ça rajoute au plaisir des autres, et ça rajoute au spectacle, et comme j'ai des idées et des envies un peu ambitieuses, il faut que je m'en donne les moyens, et pour ça, pour avoir un vrai décor, il faut une vraie scénographe, pour avoir une vraie scénographe de compète, il faut la payer, pour la payer, il faut des sous, mais à nouveau, évidemment, est-ce que je passe pas à côté de celle de ma vie qui est juste d'être bien avec ce qu'on a et de avoir tu manges, tu bois, t'as pas besoin de tellement plus. Bien sûr que si. Et j'adorerais être dans ce truc-là, tu vois, ou pas être dans le. Mais en plus, je suis pas du tout bling ou quoi, mais ça me rassure. C'est surtout ça, ça me rassure d'avoir des sous. Ça me rassure de quoi? Je sais rien, parce que le jour où il y a une bombe, il y a plus rien, quoi. La deuxième idée que je trouve intéressante dans ce qu'elle partage, c'est sa notion de la réussite. Pour moi, c'est très révélateur des codes de la réussite qu'on nous a inculqués dans notre société et qui sont associés à la consommation et à la possession d'objets de fantasme. On a tendance à résumer le succès au succès financier. L'argent est un symbole de réussite sociale, ce qui explique aussi sûrement cette tendance à poursuivre l'argent comme une fin en soi. J'observe aussi qu'on entretient une sorte de fascination pour les personnes qui gagnent beaucoup d'argent. Il n'y a qu'à voir l'intérêt qui est porté pour le classement des plus grandes fortunes au monde. J'ai donc cherché à comprendre auprès de Jeanne Lazarus, qui est sociologue, d'où vient cette fascination pour la richesse et pourquoi on valorise autant la réussite financière dans notre société. J'ai le sentiment qu'on n'aime pas les riches en France et en revanche, on est quand même fasciné par les riches. Pourquoi on valorise autant la réussite financière dans nos sociétés? Alors, je ne sais pas si on est fasciné. Enfin, oui, si, non, mais il y a toujours une fascination parce qu'on se dit que c'est des gens qui ont des vies complètement incroyables, qui font des choses que personne d'autre ne fait. Qui vivent dans des châteaux avec des vêtements magnifiques, qui mangent des choses que personne ne mange, qui vont faire des activités qui sont réservées à une toute petite élite. Enfin, voilà, il y a un peu cette idée que c'est un monde à part qui est un peu le monde des princes et des princesses. Donc ça peut expliquer la fascination.
Sur le fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas les riches, je pense qu'en France, il y a vraiment une histoire particulière qui est l'histoire d'un pays qui a eu une aristocratie et qui, malgré la Révolution, continue à avoir une sorte quand même de respect et de fascination pour cette aristocratie qui est, dans l'Ancien Régime, l'aristocratie, c'est un monde à part, un monde fermé. Si on n'en fait pas partie, jamais on pourra y entrer. Et donc il y a quelque chose quasiment comme du sacré autour de l'aristocratie. De noms de famille qu'on entend depuis des siècles, qui parfois remontent aux croisades. Donc des gens qui aujourd'hui ont des noms à particules, ça continue à avoir une sorte de petite magie. Donc on a cet héritage-là, qui est un héritage aristocrate. Et le rapport à l'argent des aristocrates, il est très différent du rapport de la bourgeoisie. Les aristocrates, ils dépensent en fonction de leur rang. Donc, si on est duc, par exemple, on doit avoir tant de valets, un hôtel particulier, un personnel de service extrêmement nombreux, ne jamais être habillé pareil, etc. Alors que le bourgeois, dans l'Ancien Régime, lui, c'est celui qui s'enrichit par son travail. Et le bourgeois compte. Le bourgeois, il se demande s'il va équilibrer ses recettes et ses dépenses. Il va investir dans l'idée de gagner de l'argent, ce que l'aristocrate ne fait jamais. L'aristocrate, pour lui, l'argent est méprisable. L'argent, on l'a parce que on possède des terres et que ces terres rapportent de l'argent et parce qu'on a hérité de tout ça, mais on ne travaille pas. Et surtout, on ne travaille pas pour gagner de l'argent. Et ça, finalement, on a gardé un petit peu cette vision-là. C'est-à-dire que, certes, c'est les bourgeois qui ont gagné, si on peut dire, parce que le travail, l'épargne sont considérés aujourd'hui comme des valeurs importantes et positives, alors qu'elles ne l'étaient pas du tout au XVIIIe siècle. Enfin, elles ont commencé à l'être seulement au XVIIIe siècle. Mais on a gardé quand même cette idée que ceux qui ont beaucoup d'argent sont justement des gens qui n'ont plus besoin de compter et qui ne sont plus que dans une sorte de grâce qui les a détachés de toute cette mesquinerie de ceux qui sont à compter leurs petits sous pour essayer progressivement de passer du petit appartement à l'appartement plus grand, peut-être à la maison. Voilà, l'aristocrate ne se pose pas ce genre de questions. Éventuellement, un jour, il sera ruiné, mais il sera ruiné avec panache, contrairement au bourgeois qui ne sera pas ruiné, mais qui sera toujours un petit peu vu comme lourdeau et pas très intéressant. Et cette vision-là, en fait, on la retrouve énormément dans les écrits sur l'argent. Au XIXe siècle, il y a beaucoup de choses qui sont écrites là-dessus, parce que le XIXe siècle, c'est un siècle de transformation, c'est la révolution industrielle, et c'est un moment où, justement, on a un enrichissement de gens qui viennent de milieux parfois très populaires, mais qui ont, par leurs études, par leurs inventions qui ont pu s'enrichir, et donc avec des transformations de la société, d'autant plus qu'il y a des révolutions très régulièrement au XIXe siècle, donc des gens qui changent un peu de position sociale de façon inattendue. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui sont écrites aussi sur la bourse, qui est en train de naître et qui est très importante et qui est aussi une source potentielle d'enrichissement un peu magique, où tout d'un coup, parce qu'on a bien réussi, on avait placé de l'argent sur une entreprise qui a gagné plein d'argent, donc on se retrouve riche alors qu'on n'avait rien fait pour. Et donc, ça a beaucoup inspiré les romanciers, les auteurs de théâtre, et on retrouve très souvent un peu ces figures-là. La figure de l'aristocrate, parfois désargenté, mais qui a un cœur pur et qui va suivre son courage et son honneur quoi qu'il arrive. Le bourgeois qui s'est enrichi en étant toujours un peu en train de faire des affaires pas toujours très nettes, et le bourgeois qui vient, par exemple, racheter le château de l'aristocrate, et puis au fur et à mesure de la pièce de théâtre, finalement, tout est déjoué, et l'aristocrate retrouve l'ordre des choses, et la jeune femme, ou la jeune fille de l'aristocrate qui était obligée de se marier avec le bourgeois parce qu'il n'y avait plus d'argent, finalement va pouvoir épouser l'homme qu'elle aime, qui est un poète, mais qui est en fait le frère ou le fils du voisin aristocrate. Enfin, il y a un peu toujours cette idée-là d'avoir d'un côté la mesquinerie petite bourgeoise et de l'autre côté des gens qui seraient totalement détachés des affaires économiques. Et tout ça étant relativement romancé, parce que on a toujours un peu des deux. L'aristocratie s'est maintenue par cette alliance avec la bourgeoisie, et donc s'est maintenue en devenant elle-même, en participant aux affaires.
en participant aux investissements, en faisant en sorte de gagner de l'argent et de participer au capitalisme. Donc on n'a plus du tout cette aristocratie de l'Ancien Régime détachée des affaires. Et à l'inverse, les bourgeois, eux, ont cherché à gagner en capital symbolique, donc à pas seulement être des gens enrichis, mais à montrer qu'ils avaient de la culture, qu'ils avaient du goût, à faire des collections d'art et à faire en sorte de créer des dynasties qui deviennent des nouvelles aristocraties. Donc cette distinction-là, elle est vraiment importante pour comprendre notre rapport à l'argent. L'éclairage que Jeanne nous apporte est intéressant parce que ça vient mettre en lumière notre héritage culturel qui a influencé également ce qu'on projette sur l'argent. L'argent est pour certains un moyen de s'élever dans l'échelle sociale, alors qu'il est pour d'autres synonyme de bassesse et de mesquinerie. Le fait d'évoluer aujourd'hui dans un monde qui valorise autant la réussite financière, ça peut nous amener aussi à associer notre valeur personnelle à l'argent qu'on est capable de générer. Christian Junod admet d'ailleurs qu'il est lui-même tombé dans ce piège. Ouais, c'est un joli piège, celui-ci, dans lequel je suis tombé parfois, mais je suis tombé uniquement par comparaison. Je fais partie d'un cercle d'entrepreneurs avec mon mentor Martin Latudip et des entrepreneurs qui gagnent des millions, qui génèrent des millions de chiffre d'affaires, qui n'est clairement pas mon cas. Et voilà, et la comparaison, je me dis, ah non, mais je suis un petit à côté de certains. Enfin, ça, c'est encore des histoires de merde qu'on se raconte. Ça dit rien de mon cœur, ça dit rien de ma capacité d'aimer, ça dit rien de Est-ce que je contribue moins qu'eux? Est-ce que je contribue moins bien qu'eux? Non, c'est différent, c'est tout. Donc, toi, ça, c'est de sortir de là. Donc, si tu veux, moi, ce qui me rend vraiment heureux, c'est les retours que j'ai des personnes qui disent « Ah, ça m'a tellement aidé, ce que j'ai pu faire avec vous, vous ne prenez pas compte comme ma vie a changé. » Je me dis « Ah, génial, l'énergie que j'ai mis a vraiment contribué à quelque chose de concret. » Et ça me rend vraiment heureux. Et si tu veux, l'argent qui vient sur mon compte, il est associé à ces contributions possibles. Mais c'est ces contributions. Si j'ai l'argent tout seul et que j'ai jamais de gens qui me font des retours, qui me disent c'est le genre de retour que je décris, ça va être vide. Et j'ai vécu ça à la banque. D'un coup, on touchait des commissions d'argent des clients, mais au fond de moi, je n'étais pas sûr qu'on contribuait à quelque chose pour eux. J'ai l'impression qu'il y a juste nous qui empochions de l'argent, mais je n'étais pas sûr qu'eux, ils avaient quelque chose en retour qui avait de la valeur, tu vois. Tout l'enjeu, selon moi, c'est de parvenir à comprendre sa relation à l'argent et aussi à interroger les codes de la réussite qu'on nous a transmis. Est-ce que pour vous, la réussite, c'est avoir un statut, avoir des revenus importants, gravir les échelons, c'est être utile aux autres, c'est contribuer à quelque chose qui vous dépasse, c'est prendre soin de vos proches, avoir du pouvoir, avoir de l'influence, profiter de la vie, vous faire plaisir? La réussite, ça peut passer par un peu tout ça, mais c'est essentiel, selon moi, de se poser la question pour identifier ce qui est le plus important pour vous. Quel est l'indicateur de réussite qui vous parle le plus? Pour vous assurer de poursuivre, entre guillemets, le Mont-Lièvre. Sinon, on devient ce hamster qui court sans fin dans sa roue, sans savoir après quoi il court. Donc, je vous invite à réfléchir à ça. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Quelle est la chose ultime que vous visez dans la vie? Est-ce que c'est le bonheur, le sens, l'impact que vous voulez avoir sur le monde, la reconnaissance des autres, la qualité des relations que vous construisez avec vos proches, l'intensité de la vie? Et une fois que vous avez mis des mots là-dessus, c'est à partir de là que vous allez pouvoir vous demander si votre relation à l'argent sert ou dessert le but ultime que vous êtes fixé. Puisque s'il y a une chose que partagent tous mes invités, c'est bien cette idée que ce qui pose problème, ce n'est pas tant l'argent que notre rapport à celui-ci. Pour ma part, j'ai encore l'impression d'être tiraillée entre le fait de vouloir m'enrichir, gagner de l'argent et profiter pleinement de tout ce que la vie a à m'offrir, et la culpabilité que je peux ressentir en me disant que je participe à un système qui vient nourrir les inégalités et qui prône cette croissance infinie dans un monde fini qui dispose de ressources limitées. Alors, est-ce que la finance est le problème ou la solution? Ça fait partie des choses que je souhaite explorer et approfondir avec mes prochains invités, toujours avec cette intention de créer un pont entre ces deux mondes qui ont été jusqu'à présent séparés. D'un côté, il y a le monde de la finance, le monde du lucratif, qui peut être perçu par certains comme le mal, et de l'autre côté, le monde du non-lucratif, dans lequel les valeurs humaines sont très présentes et qui est donc associé au bien si je caricature. Évidemment, ce n'est jamais tout noir ou tout blanc, et donc j'essaye de comprendre comment le monde fonctionne et d'ajouter de la nuance dans cette vision manichéenne du monde. Ce que j'ai compris avec mon invité Guillaume Simonin, c'est que le système économique dans lequel on vit est bien plus complexe que ça en a l'air. Et si on souhaite le remettre en question, ça demande avant tout de comprendre les rouages de ce système et leur impact concret sur notre quotidien et sur les grands enjeux de société auxquels on fait face aujourd'hui. Moi, ce que j'essaye de faire avec ce podcast, c'est justement
d'amener des gens qui s'intéressent pas à ce sujet à s'y intéresser. Et souvent, j'observe que les personnes qui, justement, ont des valeurs, ont des convictions fortes, sont aussi celles qui se désintéressent le plus de l'argent. Et ces personnes vont aussi avoir tendance à diaboliser l'argent, à dire que l'argent c'est mal, c'est la cause des problèmes dans le monde, l'argent est au cœur d'un système capitaliste dans lequel les inégalités économiques se creusent, donc c'est très facile d'en venir à la conclusion que plus je m'enrichis et plus je participe à l'accroissement des inégalités. Et quand on se fait cette réflexion, forcément on peut ressentir que de la culpabilité à vouloir gagner de l'argent. Est-ce que c'est ce qui se passe réellement ? Comment toi tu vois les choses ? Je vois les choses avec un peu plus de hauteur. C'est-à-dire qu'en soi, quand il y a quelque chose qui est nommé comme ça, on ne peut pas dire c'est vrai, c'est juste, c'est de l'ordre de la conviction, de la perception. Donc moi, je peux partager ma perception, qui n'est pas la réalité, mais comme personne n'a la réalité, chacun peut partager ses perceptions. Et en soi, l'argent, moi, je le positionne toujours comme un outil, quoi. C'est un peu le... Alors ça vient pas de moi, je l'avais lu dans un livre et je suis incapable de retrouver la source là comme ça de tête, mais c'est l'argent, en fait, et le sang de notre économie. Donc le questionnement, il n'est pas nécessairement sur l'argent, le questionnement, il peut plutôt être sur notre système économique, quoi. Je peux concevoir qu'aujourd'hui, les règles du jeu de notre système économique ne conviennent pas à tous, et que peut-être qu'on arrive à une certaine forme de limite par rapport à ça. Donc s'éclairer financièrement, peu importe par quelle porte on en trouve et on rentre dans ce monde de la finance, dans la globalité, nécessairement, petit à petit, en tirant des fils, on commence à se questionner en fait sur notre économie. Comment ça marche en fait ? Comment ça marche ? C'est quoi d'ailleurs l'argent ? C'est quoi ? Est-ce qu'on s'est déjà posé la question ? Les euros qu'on a sur notre compte, d'où est-ce qu'ils proviennent ? J'ai honte parce que je me suis rendu compte que ça fait un moment quand même que je m'intéresse à ce sujet, mais c'est grâce à toi et grâce à tes auditeurs que j'ai compris comment était créé l'argent. Et jusque-là, j'en avais aucune idée. Ah, mais c'est compréhensible. Moi, j'ai démarré un cabinet de conseil en investissement et je ne savais pas d'où venait l'argent. J'avais une compréhension que très, très basique du système économique. Et en fait, c'est en creusant, c'est aussi des portes d'accès, quoi. C'est soit on accède en fait à ces questions-là de manière très haute, quoi. Comment va fonctionner notre système monétaire ? Bon, ok, je suis pas sûr que ça passionne les foules, ça. En revanche, quand ça commence à venir vraiment nous impacter concrètement tous les jours, et notamment avec l'inflation, c'est perceptible, c'est quelque chose, c'est concret. Ça se mesure dans le caddie. Il y a même pas besoin de chiffres en fait. Bon, les chiffres nous permettent de mesurer l'intensité, mais là, je pense que chacun qui va au supermarché ou entre il y a un an et aujourd'hui, il voit que son panier moyen, quand il achète les mêmes choses, a augmenté. Et ça, c'est en lien avec notre système économique. C'est en lien avec la géopolitique, c'est en lien avec plein de choses, et c'est intimement lié au monde de l'investissement et au monde de la finance. Alors certains diront qu'on a une économie qui s'est complètement financiarisée, et c'est juste, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à percevoir dans tout ça, et au final, faire de l'investissement pourrait être, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, on pourrait vite faire le raccourci en disant, investir, c'est effectivement nourrir ce système. Mais je crois que c'est aussi de la responsabilité individuelle de chacun de se rendre compte comment ça fonctionne, de s'éclairer et d'agir en fonction de ses convictions. Parce que ça ne partira pas du haut. Le système, il est comme ça. Il va falloir qu'il y ait des prises de conscience collectives sur son fonctionnement pour que les choses changent. Et ça peut partir que de chacun. Ça peut partir que de l'éclairage de chacun, des prises de conscience de chacun. Ce système est tellement complexe qu'on ne sait même pas vraiment comment l'argent est créé. Guillaume nous apprend qu'il existe 3 théories sur la création monétaire. Il nous partage la théorie la plus réaliste, mais ça paraît fou de se dire que même les économistes ne savent pas exactement comment la monnaie est créée. J'ai aussi demandé à Johan ce qu'il en pensait. Est-ce qu'on nourrit les inégalités en apprenant à faire de l'argent ? Et j'ai trouvé sa perception des choses intéressante. Pour lui, investir permet une forme de redistribution auprès des populations qui vient s'ajouter aux autres formes de redistribution qui sont, elles, assurées par l'État à travers les impôts, les taxes et les aides sociales. Mais je pense pas que ça creuse, parce qu'au contraire, investir, c'est aussi une forme de redistribution, en fait. Quand tu investis dans une action de Apple est une société extrêmement riche. Si toi, tu détiens une action d'Apple, en fait, cette richesse que Apple est en train de créer, tu vas en bénéficier toi aussi. Donc, c'est un peu comme si l'argent ruisselait un peu vers toi, quoi. Donc c'est quand même une vraie forme de redistribution, et c'est pour ça que souvent on dit que les cryptos, etc., c'est un peu l'utopie, tu vois, que tout le monde peut accéder à la richesse, etc. Alors
à prendre avec des pincettes, un peu comme tout, mais en tout cas, ouais, il y a ce côté, investir, c'est un moyen de redistribuer autre que le gouvernement, les taxes, les aides, etc. Donc ouais, moi je le vois un peu plus comme ça. Qu'on associe l'argent à des choses positives ou à des choses négatives, c'est important, comme nous dit Guillaume, de repositionner l'argent à sa juste place et donc de revenir à ce pourquoi l'argent a été créé. L'argent a été créé pour pallier les limites du troc. Le troc, qui permettait d'échanger ce qu'on avait en trop contre ce qui nous manquait, avait ses limites, surtout quand on se retrouvait à n'avoir que des poules à échanger contre du blé, alors que la personne en face de soi avait, elle, besoin de pommes. Bref, vous voyez l'idée. Ça rendait les échanges compliqués. Et c'est pour cette raison que la monnaie a été créée. La monnaie est facilement échangeable et elle permet aussi à chacun de connaître la valeur des biens et des services à partir d'un repère commun. Donc le rôle de l'argent, c'est ça, c'est d'être un intermédiaire pour faciliter les échanges. D'où l'intérêt de le faire circuler plutôt que de le laisser dormir sur ses comptes. Aujourd'hui, j'ai une ressource qui s'appelle l'argent. Qu'est-ce que j'en fais ? C'est un choix de ne rien en faire. C'est un choix et il est parfaitement acceptable. Tu as le droit. Après, c'est dommage. Parce que s'il y a des convictions derrière qui sont importantes pour toi, pourquoi tu ne décides pas de rediriger cet argent-là vers ce qui est important pour toi ? Et si on imagine que l'argent est un flux qui doit circuler, parce que c'est ce que c'est, aujourd'hui, en fait, il faut que l'argent circule. Le but de l'argent, c'est qu'il circule. Plus il circule vite, plus il permet en fait d'apporter de l'oxygène en fait à tout ce qu'on veut voir fleurir. Mais de laisser ce liquide, ce flux croupir, ça s'appelle de la thésaurisation. Et on ne participe pas au système économique qui est pourtant essentiel. Du sang qui croupit, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Donc pour moi, c'est nécessaire que chacun ouvre ses sujets. À la fois, là, on est sur des sujets très hauts, c'est-à-dire des sujets de sens, de valeur, etc. Ça, c'est une chose. Chacun les siennes, chacun est là où il en est au niveau de sa conscience, il n'y a pas à juger ça. Moi, ce que je veux ramener aussi, c'est au niveau de l'individu. C'est-à-dire que cet argent, il peut aussi, tout en servant peut-être une cause qui est chère à mes yeux, il peut aussi me servir moi dans mes projets de vie. Peut-être que je veux me reconvertir et que c'est important pour moi. Peut-être que je veux acheter ma résidence principale. Peut-être que je veux vraiment préparer ma retraite. Peut-être que je veux préparer les études de mes enfants, vu que les écoles de commerce, ça coûte extrêmement cher maintenant et que le prix a fait x2 en l'espace de 10 ans. Donc tout ça, ça permet en fait de nourrir des projets de vie. Et ça, pour moi, c'est beau. Il n'y a pas à être en jugement par rapport à ça. C'est toujours pareil. Est-ce que c'est un outil, en fait, les finances, ou est-ce que c'est une fin en soi et que le but, c'est d'en avoir toujours de plus en plus ? Thomas Uriès nous rappelle l'importance de voir l'argent comme un moyen et non pas comme une fin en soi. Et donc ça sous-entend que l'argent, ça va, ça vient, et qu'il faut accepter que son niveau d'épargne fluctue selon ses projets. Il faut aimer l'argent pour ce qu'il nous permet de faire, pour ce à quoi il nous sert, mais aimer l'argent, c'est différent que de vouloir s'y accrocher et de faire en sorte que son niveau d'épargne croît tout au long de sa vie. L'argent, c'est le moyen de concrétiser des projets, des idées que l'on porte. Tant que c'est un moyen, c'est absolument vertueux. Il faut en gagner pour pouvoir mettre en œuvre ce qui nous anime. À partir du moment où ça devient une fin, c'est-à-dire que le but devient l'argent, pour moi, on s'emprisonne. C'est-à-dire que si moi, je portais mes projets, je développais des idées ou je faisais des choses pour gagner de l'argent, pour gagner toujours plus d'argent, en fait, quelque part, je perdrais ce que j'aime faire, c'est-à-dire créer. Et quand on crée, on prend des risques. Il y a des choses qui sont ratées, des choses qui sont bien. Mais quand on crée, on regarde devant. Alors que si son but, c'est l'argent, alors tout ce qu'on aura généré comme argent, on va le protéger en quelque sorte. Et donc, on va regarder derrière, on va pas regarder devant. On va pas accepter de prendre les mêmes risques. Et si on prend pas de risques, on crée pas. Donc moi, je me refuse d'avoir cet objectif-là, de gagner plus d'argent. Je veux que ma boîte gagne de l'argent. J'ai besoin d'argent moi aussi à titre perso pour mes projets, mais je me fixe une limite. En fait, ça m'intéresse pas de gagner 10 fois plus que les autres. Enfin, ça ne m'intéresse pas et je ne veux pas que ça m'intéresse. Donc déjà, placer l'argent dans une logique de satiété, c'est pour moi important. Un peu comme naturellement on mange, c'est génial de manger, c'est agréable, des belles choses, etc. Mais à un moment donné, on n'a plus faim. Et en fait, c'est normal d'avoir plus faim. Et ben, avec l'argent, c'est pareil. On a le droit, à un moment donné, d'avoir plus faim. Se limiter, de se raisonner, d'être sobre, c'est le mot du moment. Mais est-ce qu'à partir du moment où on cherche à gagner toujours plus d'argent,
ça signifie qu'on poursuit l'argent comme une fin en soi. Pas nécessairement. Pour Johan Lopez, l'intérêt d'être dans cette dynamique de croissance et de construction d'un patrimoine, c'est de pouvoir s'acheter du temps dans le futur et de pouvoir lancer des projets ambitieux qui vont créer de la valeur pour les autres. Pour moi, c'est un moyen de s'acheter du temps, on va dire dans le futur, parce que du coup, l'argent que tu épargnes, que tu investis, etc., il te sert pas aujourd'hui concrètement, parce que tu y touches pas, quoi. Mais par contre, dans 10, 15, 20 ans, ça peut être... tu peux l'utiliser pour plein de façons différentes. Ça peut être quitter ton job plus tôt et se servir de cet argent pour avoir plus de temps libre ou consacrer ce temps à des loisirs que t'as pas eu le temps de faire pendant ta vie active. Ça peut être utiliser cet argent pour payer la nounou qui permet d'avoir du temps libre le soir. Ça peut être quitter ton job pour lancer ta boîte et pas avoir besoin d'avoir deux trucs en parallèle. Donc pour moi c'est vraiment ce côté temps, s'acheter du temps. Et le deuxième sous-objectif, je pense que c'est plutôt la partie construire des choses, en fait, construire au sens hyper large du terme. Ça peut être construire ton patrimoine immobilier. En fait, j'aime bien tout ce qui est entreprendre, etc. Et donc, du coup, pour moi, cet argent, ça me permettra peut-être dans 15, 20, 30 ans de lancer des projets que j'aimerais bien lancer depuis longtemps. Je sais pas, j'ai n'importe quoi, mais tu vois, ça fait longtemps que j'adore l'immobilier. Je me dis, j'aimerais bien acheter 5-6 terrains un peu partout en France, un peu isolés, et construire des jolies maisons un peu d'architecte et de louer un peu ce petit truc en mode micro Airbnb où il y a 5-6 maisons et tu fais ça avec des architectes un peu montants et ça pourrait être marrant. Mais tu vois, aujourd'hui, j'ai ni le temps ni l'argent pour lancer un projet comme ça et je me dis, en fait, peut-être dans 40 ans, je pourrais le faire grâce à l'argent que j'ai investi, quoi. Donc, c'est cette notion de temps, tout simplement. Et ensuite aussi, qu'est-ce que tu en fais de ce temps et qu'est-ce que tu en fais de ces trucs que tu construis et, pour moi, le côté... essayer d'avoir un impact un peu positif sur l'environnement qui t'entoure, ça peut être une bonne chose. Mais c'est un peu pour ça, tu vois, avec Snowball que j'essaye de redistribuer et tout, parce que construire des trucs qui ont du sens pour toi, c'est bien, mais construire des trucs qui ont du sens aussi pour d'autres personnes que toi, c'est aussi cool, quoi, parce que c'est quand même assez gratifiant et tu te sens utile, quoi. Et en fait, c'est très égoïste, ça de toute façon comme truc, mais on va dire que c'est un égoïsme un peu plus positif que d'autres types d'égoïsme. Mais donc c'est un peu pour tout ça, on va dire. Je rebondis sur cette notion d'égoïsme qu'il évoque parce que j'ai réalisé que même quand on est dans une démarche altruiste, quand on est tourné vers l'autre ou quand on veut changer le monde, on le fait parce que ça vient nourrir des besoins personnels. Ça peut être un besoin de reconnaissance ou un besoin d'épanouissement, par exemple. Je veux changer le monde parce que ça me permet de me sentir utile, parce que ça me rend heureuse. Donc je ne crois pas qu'il y ait d'actes purement altruistes complètement désintéressés. Et c'est pour ça que c'est important, selon moi, de partir avant tout de soi et de ses besoins. Maxime nous partage d'ailleurs une méthode pour nous aider à identifier nos besoins les plus intimes et les valeurs qui se cachent derrière, afin de s'assurer que les stratégies et les actions qu'on met en place répondent bien à ce qui compte le plus à nos yeux. Je vais utiliser plutôt l'outil, un outil que j'aime beaucoup, qui est l'outil de la communication non violente, la CNV. Pour le dire en très court, moi, ce qui m'intéresse là derrière, c'est capacité à réécouter ses émotions. Le formateur qui m'a formé disait les émotions, c'est comme les voyants d'une voiture. On a l'habitude de dire qu'il y en a des positives et des négatives. En fait, elles sont toutes positives dans le sens où elles sont toutes utiles. Par contre, il y en a qui sont agréables et désagréables. Tes voyants verts, ils te disent roule, tout va bien. Et tes voyants orange ou rouge, ils te disent réagis, sinon tu vas tomber en panne. Et ils sont chiants. Mais on est content de les avoir, quoi. Les émotions désagréables, la colère, la tristesse, la peur, etc., c'est des émotions qui nous connectent à des besoins qui sont les nôtres et qui sont potentiellement contredits ou qui peuvent être contredits dans la situation qu'on est en train de vivre. Et donc les émotions agréables nous disent en fait la situation que tu es en train de vivre nourrit tes besoins. Donc tu as de l'inspiration, tu as de la gratitude, tu as de la joie, donc tes besoins perso sont nourris. Et les émotions désagréables te disent que tes besoins sont contredits d'une manière ou d'une autre. Ou en tout cas tu as peur qu'elles le soient ou tu perçois qu'elles peuvent l'être, etc. Et derrière ça, l'idée c'est de dire en fait tout ce qu'on fait en tant qu'humain, c'est des stratégies. Et donc c'est des stratégies qui sont censées répondre aux besoins mais qui souvent répondent aux émotions. Et donc l'idée de l'invitation de la CNV, c'est de décortiquer nos émotions pour comprendre les besoins et mettre en place des stratégies qui répondent à nos besoins.
Et c'est un outil de communication parce qu'une fois qu'on fait ce travail-là collectivement, et ben généralement, on a beaucoup plus de conflits parce qu'on peut ne pas être d'accord sur des stratégies, donc des actions qu'on met en place, etc. On peut ne pas être d'accord sur les émotions, mais en fait, quand on écoute les besoins, et ben on crée de l'empathie, etc. Mais du coup, pour moi, la CNV, c'est avant tout un outil d'auto-analyse, d'auto-empathie, d'auto-compréhension, etc. Et du coup, je trouve ça intéressant de décortiquer les besoins qui se cachent derrière la quête qu'on a derrière l'argent, pour reprendre l'exemple qui est le tien là. Et je fais le lien avec les valeurs parce que pour moi, les besoins les plus intimes sont finalement des besoins nous connectent assez fort avec nos valeurs, quoi. Et souvent, je prends l'exemple un peu caricatural de quelqu'un qui va te dire je vais prendre ce boulot parce que j'ai besoin de ce salaire. Et donc là, on pourrait dire en fait, la stratégie, c'est je prends ce boulot et le besoin derrière, c'est j'ai besoin de ce salaire. Ok, mais pourquoi tu as besoin de ce salaire? Si tu avais suffisamment d'argent, qu'est-ce qui se passerait? Je me sentirais bien parce que je serais en sécurité. Ah ok, donc en fait, gagner de l'argent, c'est une stratégie pour un besoin plus intime qui est un besoin de sécurité. Et donc prendre ce boulot, c'est une stratégie pour un besoin qui est gagner de l'argent et qui est lui-même une stratégie pour un besoin plus intime qui est un besoin de sécurité. Et si tu te sentais pleinement en sécurité, qu'est-ce qui se passerait? Là, je serais libre de faire tout ce que je veux. Ok, donc en fait, la sécurité est à nouveau une stratégie pour un besoin plus intime qui est un besoin de liberté. Et potentiellement, là, tu te connectes à un moment ou à un autre à des valeurs ou à des mots qui ressemblent à un vocabulaire des valeurs, etc. Et donc, je pense qu'il y a potentiellement un mouvement qui peut être intéressant à faire là-dedans et à essayer de connecter et de se dire, en fait, quand tu nourris tes besoins, tu es dans un endroit où tu te sens bien. Et potentiellement, en fait, là, effectivement, dans un monde comme le nôtre, l'argent est un vrai véhicule de sécurité, de pouvoir se nourrir, etc. Et donc, il y a probablement d'autres manières. Tu peux faire ton jardin et passer tout ton temps dans ton jardin si tu veux te nourrir, etc. Mais c'est pas forcément en cohérence avec d'autres besoins qui peuvent être les tiens et tout. Donc, ça peut tout à fait être ok de choisir un boulot parce qu'il y a tel salaire, parce que ça répond à tes besoins, etc. Et pourquoi pas? Après, la question, c'est en fait, est-ce que ça me rend heureux? Si ça me rend pas heureux, comment est-ce que je peux décortiquer, comprendre ce qui se passe et quels sont les besoins que je peux rééquilibrer? Et en fait, si tu prends un boulot qui certes te paye bien parce que tu as un besoin de sécurité, mais qu'en fait ton besoin intime c'est un besoin de liberté et que ce boulot il est contraire à ta liberté, oui, tu vas pas te sentir bien parce que tu as l'impression d'avoir nourri un premier besoin, mais en fait il est contraire aussi à un autre besoin, quoi. Et donc après, c'est comment est-ce que tu trouves des nouvelles stratégies qui équilibrent un petit peu tout ça. Et effectivement, le prix libre est probablement une stratégie pour ma part pour répondre à certains besoins conscients et d'autres probablement inconscients aussi, quoi. Cette réflexion que nous propose Maxime m'a amené à comprendre personnellement que le besoin le plus intime qui se cache derrière mon intérêt pour l'entrepreneuriat et pour l'investissement, c'est la liberté. Je veux être libre d'organiser mon temps comme je le souhaite. Je veux être libre de consacrer mes journées à des choses qui m'animent, qui me nourrissent, qui ont du sens pour moi et pour les autres. Et cette valeur-là est tellement importante à mes yeux que je la place même avant le bonheur. Donc voilà en gros après quoi je cours. Et pour autant, ce n'est pas parce que je souhaite vivre sans contrainte que je veux vivre sans conscience. Et c'est là où la démarche que nous partage Maxime est intéressante parce que tout l'enjeu, c'est de parvenir à trouver pour soi des stratégies qui répondent à l'ensemble de nos besoins et de nos valeurs. Donc pour les personnes qui ont tendance à courir après l'argent, le fait de se reconnecter à cette fameuse question du pourquoi, ça vous permet de prendre de la hauteur par rapport à tout ça pour vous assurer de ne pas perdre de vue ce qui est essentiel à vos yeux. Si l'argent est pour vous un moteur, est-ce que ce moteur nourrit réellement ce qui compte le plus pour vous? Est-ce que les actions et les stratégies d'enrichissement que vous avez mises en place répondent à l'ensemble de vos besoins? Et au contraire, pour les personnes qui se désintéressent de l'argent, pour des raisons éthiques ou pour d'autres raisons, peut-être que tout simplement c'est pas un sujet qui vous intéresse, je cherche justement à attirer votre attention parce qu'une de mes croyances, c'est que ce sont généralement les personnes qui sont les plus altruistes et les plus généreuses qui se désintéressent de l'argent. Alors que si on veut faire en sorte que ce monde se transforme et devienne un peu meilleur, ça nécessite de comprendre et de maîtriser les règles du jeu pour pouvoir les mettre au service de vos valeurs et de l'impact que vous voulez avoir. On ne pourra pas faire sans argent. Pour moi, la meilleure façon d'initier un changement, c'est de le faire de l'intérieur. Je partage tout à fait le point de vue de Jeanne Lazarus à ce sujet. Si on veut changer le monde d'une certaine façon, c'est pas forcément par l'extérieur. Ça peut être en se disant je participe à rien, en tout cas je participe pas au monde tel qu'il est parce qu'il me déplaît trop et je vais essayer d'en créer un autre avec quelques-uns et de créer un nouveau monde entre nous. Ou on peut aussi se dire si je veux changer le monde, il faut que j'aille au cœur de la machine et changer le cœur de la machine. Et ça, je pense que c'est ma formation de sociologue de l'économie et le fait que je travaille sur les banques qui fait que j'ai tendance à me dire il faut faire avec ces grosses machines-là. Elles sont là, elles sont extrêmement puissantes. Donc on ne peut pas juste dire on les méprise et on est ailleurs parce que sinon elles continueront à faire comme elles ont toujours fait et elles sont trop puissantes pour que ça s'arrête du jour au lendemain. Donc moi j'ai plutôt tendance à me dire qu'il faut aller à l'intérieur pour essayer de faire bouger les choses.
Ce que j'ai réalisé aussi, c'est que lorsqu'on décide de ne pas se préoccuper de son épargne et de le laisser croupir sur un compte bancaire, ça revient quand même à participer à ce système parce que dans tous les cas, votre argent est utilisé par la banque dans laquelle vous l'avez placé. Donc ce que je cherche à faire avec les pépettes, c'est de rassembler plutôt que de diviser et de permettre à chacun de prendre conscience de l'importance de mettre le nez dans ses finances. Je suis convaincue qu'en redonnant du sens à cette démarche, ça permettra de vous assurer que votre relation à l'argent et que la gestion de vos finances servent ce à quoi vous aspirez. Une fois que vous êtes posé la question du pourquoi, là on va pouvoir s'intéresser au comment, c'est-à-dire aux actions à mettre en place pour répondre à vos objectifs de vie, à vos valeurs et à vos convictions. Pour mettre en place une stratégie, il faut savoir ce qu'on vise, sinon on continue à poursuivre des choses qui n'ont pas de sens. Jusque-là, la stratégie la plus commune qui nous a été proposée pour répondre à nos besoins financiers, c'est celle d'échanger son temps contre de l'argent, notamment grâce au salariat. Paola, que j'ai reçue dans l'épisode 8, confirme. J'avais aucune éducation financière. Moi, mes parents m'ont dit l'argent c'est ton salaire et puis basta. Personne m'avait appris ce que c'était d'être entrepreneur, de prendre des risques là-dessus. L'entrepreneuriat, c'est une des stratégies qui peut nous permettre de gagner plus d'argent, soit en se lançant pleinement dans cette voie, soit en développant en parallèle de son activité salariée ce qu'on appelle un side project, c'est-à-dire un projet entrepreneurial qui va nous permettre de générer des revenus complémentaires. Et c'est d'ailleurs ce qu'a fait Johan avec sa newsletter Snowball. Il était encore en poste quand il a lancé ce side project et il a quitté son statut de salarié à partir du moment où la newsletter a pris de l'ampleur pour pouvoir transformer ce side project en un business à part entière. Johan nous dit que l'entrepreneuriat est une stratégie qui ne convient pas à tout le monde. Par contre, une stratégie qui peut s'adapter aux besoins de chacun et qui est accessible à tous à partir de 10 € par mois, c'est l'investissement. C'est vrai moi j'ai tendance à penser un peu comme les gens de mon univers pensent, tu vois, genre dans l'univers des startups, etc., à gagner de l'argent, faire un petit side project, etc. Mais la vérité, je pense, de la grande majorité des Français, elle est un peu plus éloignée de ça, tu vois. J'ai des amis qui sont encore dans un petit village à la campagne et en fait, eux, le no-code, etc., c'est loin, quoi. C'est très loin. Et du coup, je pense que, voilà, essayer de gagner plus d'argent en créant des business à côté, c'est vraiment pas pour tout le monde. Mais par contre, investir son argent, ça, oui, tout le monde, c'est accessible à tous. Aujourd'hui, il y a plein d'outils qui te permettent de le faire hyper facilement. Donc, gagner plus d'argent en investissant, c'est assez simple, entre guillemets. Même avec quelques euros par mois, tu peux le faire, quoi. Avec 10 €, c'est un peu ce que je disais dans une dizaine d'éditions. Si moi, j'avais commencé à investir quand j'ai commencé à gagner de l'argent, ne serait-ce que 10 € par mois, je serais content aujourd'hui parce que ça aurait fait l'effet boule de neige et ça aurait bien grandi, quoi. Cet effet boule de neige, c'est aussi un concept que Nicolas Decodin a compris dès l'âge de 10 ans, quand moi, ma seule préoccupation à cet âge-là, c'était de pouvoir m'acheter des bonbons. Comme quoi, on n'a pas tous le même niveau de maturité. Ouais, j'avais carrément compris les intérêts composés parce que je le voyais concrètement. La postière, à l'époque, c'était un vrai livret. C'était vraiment un livret, quoi, hein. C'était vraiment la forme du livret, c'était jaune, de couleur jaune. Et la postière, elle tamponnait tous les ans les intérêts. Et je voyais que tous les ans, ça grossissait. Alors que le taux restait le même. Mais le taux, à l'époque, c'était 3 ou 4%, je crois. Le taux était le même chaque année, mais chaque année, j'avais plus d'intérêts. Parce que j'avais versé un peu, certes, mais j'avais beaucoup plus d'intérêts parce que j'ai compris que les intérêts travaillaient, en fait. Si j'avais 5000 francs, à l'époque, c'était les francs, 4%, ça faisait 200 francs. Mais l'année prochaine, ça faisait 5200 francs qui travaillaient, qui rapportaient 4% d'intérêt sur 5200 francs. Et du coup, les intérêts, c'était la boule de neige qui grossissait. Et ça, je l'ai compris très vite en voyant que ça grossissait beaucoup. Et là, je me suis dit, j'ai eu un déclic. Du coup, quand j'étais gamin, je me suis dit, mais en fait, ça s'arrête jamais. Et plus on a d'argent et plus ça rapporte beaucoup d'argent. Et si ça se trouve, un jour, mon salaire, il sera inférieur à ce que j'aurais comme intérêt. Et ça, je l'ai compris très, très tôt. Plus tôt on comprend cette dynamique qui permet de créer de l'argent à partir de son argent, plus vite on peut s'enrichir sans devoir nécessairement y consacrer du temps. Et c'est là où pour moi l'investissement devient intéressant puisqu'il nous offre une autre voie que celle qu'on nous a apprise. On n'est pas nécessairement obligé d'échanger son temps contre de l'argent. On n'a pas besoin de travailler plus pour gagner plus. Et si on souhaite faire travailler plus d'argent que les quelques économies dont on dispose, c'est là où le levier bancaire entre en jeu. Le moyen le plus rapide d'accéder à la richesse, c'est grâce au crédit bancaire, puisqu'en empruntant de l'argent auprès des banques, ça nous permet d'augmenter la surface financière qu'on fait travailler. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle d'effet de levier. Grâce au levier bancaire, vous démultipliez le montant que vous pouvez investir. Vous faites fructifier de l'argent qui n'est pas à vous, toujours dans cette logique de fabriquer de l'argent à partir de l'argent que la banque vous met à disposition pour gagner plus d'argent
et ainsi construire votre patrimoine. Et c'est ce que nous expliquait très bien Émilie dans l'épisode 4, où elle partage la stratégie qu'ils ont mise en place pour emprunter en continu auprès des banques. Notre but, c'était de emprunter de l'argent aux banques. La banque te donne de l'argent et toi, tu investis cet argent pour gagner de l'argent. Donc en fait, l'idée, c'était que gagner de l'argent, c'était de gagner de l'argent via le levier de la banque, le levier de la dette bancaire, mais sans mettre de l'argent à toi, quoi. Donc c'était ça notre but et c'est ça en fait. Et tous nos investissements aujourd'hui sont à cash flow positif et nous rapportent en tout cas de l'argent chaque mois. Ce qui est passionnant selon moi, c'est que de même qu'il existe mille et une façons d'entreprendre, il existe aussi mille et une façons d'investir. Et c'est ce qui rend si riche cette réflexion autour des stratégies à mettre en place. Puisque selon vos besoins, vos envies et vos valeurs, vous allez être amené à construire des stratégies qui seront très différentes. Comme je disais tout à l'heure, tout l'enjeu, c'est de parvenir à identifier les stratégies qui vous ressemblent et avec lesquelles vous vous sentez aligné. Par exemple, ce que j'ai compris pour moi, c'est que la diversification de mes sources de revenus, c'était une bonne façon de répondre à mon besoin de liberté. Je peux m'appuyer aujourd'hui sur plusieurs sources de revenus. J'ai notamment développé 3 activités entrepreneuriales qui génèrent des pépettes, mais parmi ces 3 activités, il y en a malheureusement une qui va bientôt s'arrêter pour des raisons liées au modèle économique qui n'était pas suffisamment pérenne. Et donc, ça m'a fait prendre conscience de l'importance de diversifier ses sources de revenus, que ce soit via l'entrepreneuriat, via l'immobilier ou via l'investissement en bourse, ou dans d'autres actifs, pour ne pas être dépendant d'une seule et même source de revenus. Ça m'a aussi rappelé cette règle d'or de la finance, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Dans cette quête de liberté, ce que j'essaye aussi de faire, c'est d'apprendre à décorréler cette ressource précieuse qu'est le temps des revenus que je génère. Ça fait aussi partie des choses qu'on va creuser dans les épisodes à venir. Bref, vous l'aurez compris, ce podcast vise à s'intéresser autant au pourquoi qu'au comment. Et je cherche aussi à déconstruire ou du moins à questionner les certitudes et les croyances qu'on peut avoir sur l'argent. Je vais continuer à tendre ce micro à des personnes qui auront des perceptions très différentes pour nourrir la réflexion sur ce sujet. Il y aura aussi des invités qui nous aideront à développer une connaissance plus fine du monde complexe dans lequel on vit. D'autres nous partageront les stratégies d'enrichissement qu'ils conseillent ou qu'ils ont eux-mêmes mis en place pour répondre à leurs besoins et à leurs aspirations. D'ailleurs, si vous avez des idées d'invités à recevoir ou de sujets à traiter, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram, les Pépettes Podcast. Dites-moi aussi ce que vous avez pensé de ce nouveau format. Est-ce que vous avez apprécié que je fasse, entre guillemets, la synthèse de ces premières conversations et que je vous partage aussi ma vision des choses? Est-ce que ça vous a aidé à y voir plus clair? Ne soyez pas timide, venez me faire un coucou sur Instagram, ça me fera très plaisir d'échanger avec vous. On se retrouve au mois de mai avec la saison 2, les pépettes reviennent très vite et d'ici là, je vous souhaite de remettre du sens dans vos finances.